On va parler un petit peu des familles, pour entre guillemets conclure ce cours, puisque ce serait dommage de ne pas en parler, puisque ce sont les éléments de base de Revit. Tout élément dans Revit est finalement une famille, hein. Que ce soit des murs, des voiles, on a pu le voir tout au long de la vidéo. On a accès ici à des propriétés de la famille, des types de familles qu'on peut venir modifier. On a déjà vu un petit peu les familles dans les annotations, donc c'est des cas de famille assez simples où on vient modifier des libellés. J'aimerais qu'on voit deux cas un petit peu plus complexes. Alors le premier, j'aimerais qu'on voit sur les fenêtres. Donc quand on regarde les fenêtres de base qui sont prévues dans Revit, elles ont une croix ici en plein milieu. Donc ça c'est la famille qui est définie comme ça. J'aimerais qu'on essaie de les modifier pour avoir quelque chose d'un petit peu plus habituel. Que l'on voit, c'est ce symbole de trémie qui est un petit peu cette forme-là, comme ça. Voilà, qu'on mette ce symbole-là sur toutes les fenêtres. L'avantage des familles, c'est que si j'en modifie une et que je la conçois bien, la modification sera apportée sur toutes les fenêtres, quelle que soit leur taille et leur implantation. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Alors toute famille peut être modifiée à l'aide du bouton modifier la famille ici. Alors toute famille, pas toutes les familles. Il y a quelques familles qui sont un peu particulières, qui s'appellent les familles système, et qui ne sont pas modifiables du tout. C'est par exemple comme les dalles ou les murs, ce sont les familles système. Quand je sélectionne un mur, je n'ai pas accès à cet outil modification de famille. Toutes les familles qui ne sont pas système sont donc modifiables. C'est le cas des fenêtres. Donc je viens ici modifier la famille. Je clique dessus et je rentre finalement dans un nouveau projet. Un petit peu comme dans AutoCAD quand on édite un bloc. Voilà, je tombe dans la famille fenêtre, dans ma famille fenêtre particulière. Donc on voit que finalement on a un morceau de mur type, ce qu'on appelle un mur générique. Donc c'est un échantillon de mur dans lequel on vient créer la fenêtre. Voilà comment c'est créé une famille. Toutes les modifications qui seront appliquées à cet échantillon de mur dans la famille seront appliquées ensuite dans les ouvertures. Alors on va voir aussi qu'on peut paramétrer tous ces éléments, donc grâce à des codes qui ont des noms. Ici une code qui s'appelle largeur brute qui fait ici 600. Donc on va voir que quand on va insérer la famille dans le projet, on aura accès à ces variables pour pouvoir modifier la famille et en faire des types différents. On va voir aussi que ces codes-là peuvent être intrinsèques à la famille ou extérieurs à la famille. Si je vais voir autre part, on voit aussi ici également qu'on peut mettre des codes d'égalité qui nous permettent de centrer par exemple la fenêtre par rapport à un plan de référence. On verra tout ça plus tard, dans la deuxième famille qu'on étudiera. Si je me mets par exemple en élévation, on voit que j'ai deux autres codes avec des variables définies, la hauteur d'appui et la hauteur brute. C'est des variables qui doivent vous parler, puisque quand on a inséré des fenêtres, on s'en est servi. Donc quand on a inséré les familles, c'était par rapport à ces codes-là qui étaient définis à l'intérieur. On voit aussi que sur cette vue-là, j'ai ma fameuse croix qui ne m'intéresse pas. On voit que toute la fenêtre est définie par rapport à 4 plans de référence, et finalement elle est accrochée. Finalement c'est un négatif qui est dans un mur, qui est accroché par rapport à des plans de référence, qui sont eux cotés grâce à des variables. Donc je vais supprimer ces traits-là pour pouvoir les remplacer par quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Donc je les supprime. Alors si jamais je veux faire donc mon symbole de trémie, je pourrais tout simplement faire une ligne comme ça, c'est quelque chose qui fonctionnerait, il suffira que je la verrouille après. Mais on va pas faire ça, on va compliquer un petit peu la chose, puisqu'on a déjà une famille de symboles d'ouverture de trémie qui existe. Donc on va venir la charger, donc on va charger une famille dans une famille, c'est quelque chose qui peut être assez courant. C'est un jeu de Lego, on vient imbriquer les éléments les uns sur les autres, comme ça. Donc je vais charger une famille dans cette famille, insérer, charger famille, et donc dans les dossiers de base de Revit, dans annotation, structure, dans la version 2015 c'est tout en bas, on a un symbole d'ouverture de cage. C'est une famille Revit qui est créée donc, dans le dossier de base, qui est une famille d'annotation, donc en 2D. On l'ouvre. Alors rien ne se passe, mais en fait si. Ça a été inséré directement ici dans l'arborescence du projet, dans les familles. Et si je vais dans l'élément de détail, ici j'ai bien mon symbole d'ouverture de cage. Alors quand on fait pour l'insérer, je vais simplement le glisser-déposer ici. Voilà. Alors moi là ça marche tout de suite parce qu'il m'a trouvé un plan. Des fois il affiche un petit message. Veuillez sélectionner un plan de référence. Donc il suffit de sélectionner ici le mur. Ça fonctionne très bien. D'accord, ce qu'il vous demande. Donc voilà une nouvelle famille que je viens de charger dans ma famille. Une famille d'annotation.
On voit que comme toute famille qui n'est pas système, on peut aussi la modifier. Donc on peut aller voir comment est-ce qu'elle est constituée, cette famille-là. Je la modifie. Et donc on voit que c'est bien une famille 2D. J'ai qu'une seule vue, c'est la vue de niveau de référence. Je ne peux pas la regarder de côté, il n'y a pas de coupe. C'est juste un élément 2D. Il est constitué ici d'une zone remplie en gris. Donc on peut modifier les limites, on voit que c'est fait à partir de traits invisibles. Voilà, je valide. Donc en fait c'est des imbrications d'éléments simples, qui mènent à ça. Et ici j'ai des lignes. Et j'ai ici deux petits symboles d'inversion. On va voir à quoi ils servent. Alors je ne vais pas la charger, c'était juste pour vous montrer comment elle était constituée. Je la ferme sans sauvegarder. Donc cette ouverture de cage, grâce au petit symbole d'inversion, ici je vais pouvoir inverser le côté de représentation de la trémie. Voilà. Et je vais donc tâcher de la mettre sur mon ouverture. Alors pour ça, comment faire? Je vois que j'ai des petites poignées ici qui me permettent de modifier, d'étirer mon élément. Ce que je vais faire, donc je peux l'étirer n'importe où. Je vais l'étirer jusqu'en haut de ma fenêtre, ici, jusqu'à mon plan de référence. On voit que là il s'active en bleu, le plan de référence. Une fois que c'est fait, il me propose un petit cadenas, c'est-à-dire verrouiller ce bord de symbole de trémie sur mon niveau de référence. Donc je vais le verrouiller. Ce qui veut dire maintenant que quand je vais déplacer ce niveau de référence ici, je peux le déplacer à la main, on voit que ça suit aussi automatiquement. Alors, une manière de déplacer aussi ça de façon un peu plus propre, c'est de modifier cette cote-là. Si elle n'était pas à 1200 mais à 1300, hop, on voit que ça suit automatiquement. Donc je vais faire la même chose de tous les côtés pour verrouiller mon symbole sur ma fenêtre. J'oublie pas à chaque fois le petit cadenas. Si je verrouille pas mon petit cadenas, quand je vais déplacer mon plan de référence, ça ne va pas suivre automatiquement. Et donc je le fais pour chaque côté. Voilà, donc maintenant, ce symbole est verrouillé par rapport à tous les côtés, tous les plans de référence. Maintenant que j'ai fini ça, je peux enregistrer ma fenêtre sous un nouveau nom, par exemple, faire fichier, enregistrer sous, famille, et ça me permettrait de la sauvegarder dans un répertoire personnel, par exemple. Alors pour l'exemple, je vais garder le même nom. Pourquoi? Parce que quand je vais charger dans mon projet, je veux que cette fenêtre-là remplace l'ancienne, qui a le même nom. Donc je vais charger dans mon projet. Et voilà, il me demande, il voit que c'est le même nom. Il dit ça existe déjà, donc il me demande est-ce que je la remplace? Et là je vais dire oui. Et donc il va remplacer automatiquement toutes mes familles par celles qui ont été insérées. Alors après, selon le sens d'insertion des fenêtres, on voit que le symbole n'est pas dans le même sens. Mais globalement, il a tout modifié, peu importe la hauteur, la taille et l'emplacement des fenêtres. Donc voilà une première utilisation des familles, modification de famille. Donc on voit que c'est quand même assez modulable, on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans les familles. Mais là, on reste dans de la famille d'annotation. J'aimerais qu'on fasse une famille complète ensemble, pour qu'on pousse un petit peu la chose plus loin, même si ça va rester un petit peu basique. J'aimerais qu'on voit ensemble comment faire un décaissé dans une dalle. Alors on pourrait tenter d'utiliser des techniques qu'on connaît déjà, qui sont les symboles de cage ici, ou verticale. Le problème c'est que si vous faites une ouverture verticale, elle va être toute hauteur, elle va traverser complètement la dalle, vous ne pourrez pas l'arrêter à mi-dalle pour faire simplement un décaissé. Si vous faites une cage pareille, vous pouvez essayer de mettre la cage à mi-hauteur ou quoi, elle traversera complètement ou pas, et il n'y aura pas de demi-mesure. Donc finalement, la seule solution intéressante pour faire des décaissés dans les dalles, ça va être de créer une famille. Alors j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Là on va faire une famille complète de A à Z. Comment faire? On a dit qu'il fallait qu'on utilise un élément hôte. Ça veut dire quoi? C'est que quand j'insère une famille, elle vient se greffer dessus. Donc il y a plusieurs types de familles, on va le voir. Il y a des familles qui sont autonomes, comme si je mettais une table. Une table c'est autonome, ça n'a besoin de rien pour fonctionner. Et je pourrais insérer une table. Mais si je veux faire une fenêtre ou un décaissé dans une dalle, il faut bien que j'ai un élément hôte, qui soit le mur ou la dalle. Donc c'est une famille un petit peu spécifique. Donc pour créer une famille, on va faire ici donc fichier, nouveau, et donc famille. C'est pas un projet, c'est une famille. Donc j'ai plusieurs types de familles. J'ai les familles d'annotation qu'on a déjà vu un petit peu ensemble, notamment avec tout ce qui était libellé pour les objets. J'ai les cartouches, j'ai les volumes conceptuels. Donc là, en fait, c'est pour créer un volume 3D complet. Donc si je voulais créer une table, je pourrais par exemple la créer par ici. Une table qui sera reliée à rien. Voilà. C'est un volume complet, on recrée un volume 3D complet, paramétrable éventuellement.
Et on a ici tous les types de familles que l'on peut créer. Donc on a des types ici comme les fenêtres qu'on pourrait voir, qu'on a déjà vu, et on a aussi des éléments hôtes sur lesquels on va pouvoir créer des familles qui se situent ici. Voilà. Ce sont des modèles génériques sur lesquels on va pouvoir greffer nos familles. Donc nous, on cherche à faire un décaissé dans un sol. Donc bien sûr, on va s'intéresser à la famille générique métrique de sol. Voilà, je l'ouvre. Et comme je m'y attends, je tombe sur un échantillon de sol. Voilà, c'est un petit bout de sol. Et toutes les modifications que je vais le faire subir seront chargées dans le projet après sur le sol où j'insérerai. Donc moi, je vais faire un décaissé. Alors, quand on édite une famille comme ça, quand on crée une famille, en fait, c'est une... à part pour tout ce qui est notation, je parle pour tout ce qui est volume 3D, c'est de la modélisation 3D classique comme on peut en voir sur la plupart des logiciels. À savoir, on a les outils ici de base, qui sont les extrusions, extrusion parchemin, raccordement, enfin, ce sont des révolutions, ce sont des outils de modélisation classique. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, nous on va servir que de l'extrusion qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes, qui consiste à avoir un volume, et elle donne une troisième dimension, bon là dans ce cas-là verticale, dans tous les cas linéaire. Linéaire et perpendiculaire. Voilà. On pourra faire des chemins d'extrusion un peu plus complets, avec En fait, la seule différence entre cette commande-là et cette commande-là, c'est le chemin d'extrusion. Là, il est normal à la surface et linéaire, alors que là, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Bon, nous, pour notre trémie, ce qui est intéressant, c'est simplement celui-ci. Donc, tous ces éléments sont des éléments pleins. On peut également faire en vide, en négatif, c'est-à-dire qu'ils viennent se soustraire à un volume plein. Et donc, bien entendu, c'est ça qui va nous intéresser. On va chercher à faire un décaissé dans la dalle. Donc, je vais faire ici un vide par extrusion. Comme toute extrusion, je rentre dans le mode... Voilà, il m'affiche une fenêtre, c'est un petit bug graphique, hein, ça ne devrait pas être là. Je rentre dans le mode esquisse et je vais venir créer ici une forme quelconque de décaissé. Donc là, je mets n'importe quoi pour l'instant. On va voir comment le définir après. Donc j'ai défini 2 dimensions. Il me reste une à définir. Donc je vais aller de mon extrusion. Et si je me mets dans ma vue 3D, on voit qu'il m'a bien créé ici mon élément. J'aime bien que ça s'en aille cette vue là. Parce que je sais pas pourquoi elle reste là. Bon, je sais pas pourquoi. Ça va partir. Donc on voit que ça m'a bien créé ici mon élément, mais qu'il est hélas au-dessus ma dalle. Parce qu'on n'a pas défini le chemin d'extrusion. Alors par défaut, il m'a défini un qui va de 0 à 250. Ça veut dire quoi? Si je me mets sur une vue de côté, on voit que j'ai mon niveau de référence, sous lequel j'ai bien ma dalle. Effectivement, quand on insère une dalle par rapport à un niveau de référence, elle est toujours en dessous. Et là, l'élément que j'ai créé est bien de 0 à 250. Alors je peux le modifier, le faire rentrer dans ma dalle, c'est ce qui m'intéresse bien sûr pour pouvoir faire le négatif. Donc soit je le fais à la main par la petite flèche, ou soit je fais quelque chose d'un petit peu plus systématique ici, grâce à la cote. Donc, par exemple, moins 150. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 2 volumes qui se croisent. Alors pour autant, Revit ne m'a pas fait encore mon décaissé. Pourquoi? Parce que si j'avais beaucoup d'éléments, une famille beaucoup plus complexe, dans laquelle j'ai beaucoup d'éléments positifs et beaucoup d'éléments négatifs, il n'est pas évident que tous les éléments négatifs doivent décaisser tous les éléments positifs. En fait, il faut dire vite quels éléments négatifs et quels éléments positifs sont reliés les uns aux autres. Donc là, c'est assez simple, ce cas-là est basique. Donc je vais venir le couper pour lui expliquer ça. Donc ma dalle par rapport à mon décaissé. Voilà. Maintenant c'est fait, on a vraiment notre décaissé. On voit bien que ça ne traverse pas, parce qu'on n'a pas défini traversant. Donc voilà. À tout moment, je peux venir resélectionner mon négatif et le remodifier. La hauteur ici de 25 ne sert à rien, je pourrais mettre 1, ce sera la même chose. Par contre, si je mettais une valeur négative, eh bien, on aurait un volume intérieur vide dans la dalle, mais pas un décaissé. Donc là, on n'a rien paramétré pour le moment, mais on a juste défini ce volume. Qu'est-ce qui se passe si on l'insère dans notre projet? Alors avant de l'insérer, pour le moment, il s'appelle famille 3, ce qui n'est peut-être pas très très intéressant. Je propose qu'on sauvegarde la famille, et comme ça, on pourra nous resservir plus tard. Donc je vais l'enregistrer sous famille. Je vais dans un dossier qui m'intéresse. Donc moi, dans mon exemple, je vais mettre sur le bureau. Je vais l'appeler décaisser de dalle, par exemple. Dans options, tout ce qui est famille, moi j'ai tendance à mettre une seule sauvegarde. C'est pas un objet important. Il n'y a pas besoin d'avoir d'historique de sauvegarde pour moi dedans. Enfin, c'est mon avis.
Donc je mets une seule sauvegarde. Ça évite d'avoir plein de fichiers de sauvegarde temporaire qui ne me serviront pas et qui vont encombrer mon espace. Voilà, je l'enregistre. Du coup, je vais changer mon nom, et ça va être intéressant quand je vais l'insérer d'avoir un nom un peu plus explicite que famille 3 ou famille 4. Je le charge dans mon projet. Je sélectionne quel projet, donc mon projet 2, hein, pas ma fenêtre, bien sûr. Voilà, alors où est-ce qu'il me l'a mis? Donc si je vais sur une vue 3D, ici, il a dû me l'insérer, il me l'a inséré comme dans mon arborescence, donc dans mes familles. Alors, est-ce que ça va être dans mur? A priori non. Dans modèle générique, voilà. Donc, dans modèle générique, on a notre décaissé de dalle qui a été créé ici. On va le glisser-déposer, comme on avait fait tout à l'heure. Et bien sûr, il faut qu'on sélectionne une dalle, hein, parce qu'il ne peut s'appliquer que sur une dalle. On l'a défini comme ça. Je clique sur ma dalle, et voilà, donc il m'insère comme ça des trémies. Donc il ne m'insère pas les trémies, les décaissés. Donc on voit qu'il s'insère bien, qu'elles font 15 cm, c'est ce qu'on avait défini, sur une dalle de 20 ici. On voit aussi que je peux les déplacer, où je veux. Je pourrais mettre en vue en plan et les déplacer beaucoup plus précisément encore. Bon, par contre, on voit que c'est un petit peu limité, puisque ça nous fait des trémies uniquement de la taille qu'on a définie, et uniquement de la profondeur qu'on a définie. Donc si on avait 20 trémies différentes dans le projet, il faudra faire 20 familles différentes, ce qui serait quand même pas du tout intéressant. Donc on va voir un petit peu comment mettre des paramètres sur ces familles pour qu'elles soient modifiables au fur et à mesure et qu'on puisse en faire avec une seule famille plein de cas variables. Donc je retourne dans l'onglet modifier les familles ici. Je viens remodifier ma famille. Et je vais venir ici modifier mon extrusion pour venir mettre des cotes d'extrusion à l'intérieur. Alors, pour faire ça, comment on va faire? On va d'abord venir créer nos variables. Créer les éléments qu'on pourra ensuite, dans le projet, renseigner pour mettre des éléments variables sur ma famille. Donc ça se situe ici. Voilà, type de famille. Et je vais venir en créer des nouveaux paramètres. Donc je vais ajouter un paramètre. Alors on va voir plus tard, bon il y a beaucoup de choses ici. On va voir plus tard ce qui nous intéresse. Bon bien sûr c'est le nom, c'est comme ça qu'on va se repérer, savoir à quoi correspond notre paramètre. Il y a deux types de paramètres qui sont type et occurrence. On va voir un petit peu après à quoi ça sert. Pour l'instant, je laisse tout en type. Qu'est-ce que je vais avoir comme paramètre variable? Je vais avoir la largeur de ma trémie, bien sûr. Je valide. Je vais en faire un nouveau avec la longueur de ma trémie. Toujours en type pour le moment. Et j'aurai également épaisseur de ma trémie. Toujours en type pour le moment aussi. Voilà. À chaque fois que je modifie pas, hein, c'est bien une longueur. Donc je laisse tous ces éléments-là. Si c'était autre chose, il faudrait que je change ici en fonction de ce que voilà, si c'est un texte, si c'est un matériau, enfin voilà. Bon, là, tout est bien défini par défaut. Donc j'ai défini trois valeurs, mais qui n'ont pas forcément vraiment de sens pour le moment. Elles sont reliées à rien. Comment faire pour les relier géométriquement à ma trémie? Et bien tout simplement, on va coter. Je cote ma largeur, ici, ma longueur, qui pour le moment sont quelconques. Voilà. Je les ai cotés. Et en les sélectionnant, je vais pouvoir ici les associer à mes paramètres que j'ai créés auparavant. Donc là, c'était bien largeur. Donc là, il me dit bien maintenant, ça c'est la largeur, il sait que ça c'est la largeur. Ici, je vais lui dire que c'est la longueur. Il sait qu'ici c'est la longueur. Voilà. Et si dans mes paramètres, je viens changer ces valeurs ici, si je mets 1000 par 1000, maintenant il est capable tout seul de venir changer ma trémie. On voit ici qu'il a bien changé. Et si je valide, et que je repasse en 3D, on voit qu'ici ma trémie c'est bien 1000 par 1000. Et je peux de nouveau remodifier ici ces paramètres, et lui dire non, en fait c'est 1500 par 1500. Voilà. Alors par contre on voit que j'ai un petit problème avec l'insertion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop d'où à où se modifient les cotes. Donc il faudra qu'on verrouille un petit peu cette trémie par rapport à nos plans de référence. Donc on voit que nos plans de référence sont eux ici. Alors je vais passer sur la vue en plan plutôt. Voilà. Alors l'idée ça va être de la verrouiller par rapport à ces éléments-là. Alors je retourne dans mon mode d'extrusion. Et je vais essayer de la verrouiller, donc l'axe de la trémie, par rapport à l'axe de référence. Pour ça, comment faire? Je vais créer deux nouvelles cotes. Une ici et là. Voilà. Et je vais venir lui dire que ces deux cotes que je viens de créer, qui sont sélectionnées, sont équivalentes, égales.
Et donc on voit qu'il me met la même cote entre la gauche et la droite. Je viens verrouiller ces valeurs-là. Et maintenant je suis sûr que quand j'insérerai une trémie, ce sera toujours par rapport à son centre. Je fais pareil dans l'autre sens, ici et là. Hop. Égal. Et je verrouille mes cotes. Voilà, maintenant peu importe la taille de ma trémie, elle sera toujours centrée par rapport à cet élément-là. Voilà. Je valide mon extrusion. Il nous reste encore l'épaisseur à définir. On va la définir sur une autre vue. Par exemple la vue arrière, on va pouvoir la définir ici. Donc comment je vais faire je vais faire une cote pareille. Alors par contre, je vais mettre sur la vue 3D. Est-ce que j'ai bien activé mon élément? Voilà, je vais mettre un peu plus haut pour bien voir ce que je fais. 250. Ah oui, non, d'accord. Je sais pourquoi ça marche pas ce que je veux faire. Cet élément-là, cette hauteur, finalement, elle est définie par rapport à quoi? Je vais réussir à le sélectionner, voilà. Elle a été définie donc ici par deux variables, une de début d'extrusion, une de fin d'extrusion. On avait dit que la fin d'extrusion nous importait peu, on peut mettre 1 à la limite, ça n'a pas beaucoup d'influence. Par contre, le début d'extrusion, c'est lui qui va nous définir l'épaisseur. Donc on va pouvoir associer directement, plutôt que de côté sur le projet, l'épaisseur à ce début d'extrusion. Grâce à ce petit bouton qu'on voit ici, tout au bout, il y a un petit bouton là, associé au paramètre de famille. Donc on va venir lui associer un paramètre d'épaisseur. Ici, j'ai tous mes paramètres que j'ai définis, et je prends l'épaisseur. Voilà. Alors pour le moment, mon épaisseur a été définie à 0. Si je viens la définir à moins 150, voilà, on voit que ça fonctionne bien. Donc là maintenant, toute ma famille est paramétrable. Donc je vais pouvoir la recharger dans mon projet et voir ce qui se passe. Donc la charge, je n'ai pas changé le nom, donc il va essayer de la remplacer. Projet 2. Il me demande si je veux le remplacer, je mets oui. Et quand je sélectionne désormais une trémie, eh bien, bon, comme on a sélectionné type dans la famille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour modifier les codes de la trémie, il va falloir modifier le type de famille. Donc je vais la modifier. Ici par exemple, j'ai déjà créé un nouveau type. Donc là j'ai ma famille des cassettes dalles. Je vais créer un nouveau type que je vais renommer et que je vais appeler par exemple 150 par 150. Bon, là je suis en millimètres, mais par 150 par donc 15. Je vais ici donc ranger mes composants, c'est bon. Donc j'ai créé cette nouvelle famille là. J'en suis content, voilà. Donc ces deux familles là, ce sont bien des familles des cassettes dalles de type 150 par 150 par 15. Si je veux créer une nouvelle famille de décaissés, je peux le dupliquer. Donc là on commence à revenir dans des choses qu'on connaît déjà, hein. Là on a créé la famille et là maintenant on l'utilise. Et je vais créer une nouvelle famille qui elle va faire plutôt 300 par 150 par 10. Voilà, je viens donc modifier ici mes valeurs. Par moins 0,10. Voilà. Ok, donc là j'ai créé une nouvelle famille ici. Et à tout moment, je peux venir la ramener vers l'ancien type de famille ici. Donc voilà, donc là maintenant on arrive dans les applications de famille habituelles. Donc on commence vraiment à avoir un objet assez puissant pour en faire ce qu'on veut. J'aimerais revenir sur deux éléments de la famille qu'on peut encore modifier, sur lesquels on n'a pas travaillé. Donc j'ai modifié ma famille. Ça va être notamment quand on a défini notre paramètre ici, je peux le modifier ici, on l'avait défini en type. Qu'est-ce qui se passe si je le mets en occurrence? Quelle différence ça fait? C'est quelque chose d'assez important. Donc je le passe en occurrence. Donc l'épaisseur maintenant n'est plus type mais occurrence. Qu'est-ce que ça va changer? Je charge dans mon projet. Je remplace la version. Si je retourne dans ma famille, on voit que le paramètre épaisseur n'est plus intrinsèque à la famille. Il n'existe plus ici. Par contre, on voit qu'il est à l'extérieur ici. Donc là, j'ai deux familles maintenant qui sont les mêmes, qui s'appellent bien 150 par 150 par 15, que je vais d'ailleurs renommer, puisque ça n'a plus de sens. Vous allez voir pourquoi. Donc modifier, renommer. Je vais enlever le par 15. Et je vais mettre par variable, par exemple. Pourquoi je mets ça? Parce que maintenant, cette épaisseur, elle est paramétrable directement à l'extérieur de la famille. Donc je peux tout à fait en avoir une qui fasse moins 0,1. Et l'autre famille qui a exactement le même nom ici,
il va faire moins 0,02 par exemple. Donc quand on choisit occurrence, en fait, ça nous permet d'avoir des cotes qui, dans les mêmes familles, sont différentes. On vient régler les paramètres à l'extérieur de la famille. Donc on peut avoir des éléments, des types de familles avec certaines variables qui sont différentes entre eux.